Bonjour et bienvenue sur misesenforme.ca. Aujourd'hui, un petit spécial, c'est la première fois qu'on fait ça sur le site misesenforme.ca. On a une entrevue live pour moi finalement sur Skype avec Martin Lucier, co-auteur de la trilogie de livres Mythes et réalités sur l'entraînement. Donc, Mythes et réalités sur l'entraînement, musculation et cardiovasculaire qui touchent au marathon et à la course à pied. Donc, salut Martin. Salut Charles. Salut. Donc, Martin a bien voulu, dans le fond, là, répondre à différentes questions là, que souvent je reçois sur le blog par rapport à des mythes et réalités par rapport à l'entraînement. Et puisqu'il a écrit, dans le fond, 3 livres, et je pense qu'à l'intérieur de tes livres, tu as à peu près combien de mythes et réalités que tu réponds, Martin? Chacun des livres, Charles, est composé de 50 thèmes différents. Donc, 50 affirmations qu'on peut entendre dans le monde de l'entraînement. Donc, le premier, c'est général. On parle de perte de poids, de l'entraînement cardiovasculaire, d'entraînement musculaire, de performance sportive. Puis, dans les deux autres, on va dans des sujets plus spécifiques, comme la musculation. Donc, 50 affirmations courantes qu'on peut entendre en musculation. Puis, le troisième, sur la course à pied, 50 affirmations courantes. Et on se pose la question, est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une réalité? Puis nous, avec Pierre-Marie Toussaint, on est les deux auteurs des livres, on essaie de départager le vrai du faux de ces différentes affirmations. L'objectif, évidemment, c'était d'écrire de façon claire et simple pour que tout le monde puisse comprendre, mais on s'est basé sur la science, donc sur des articles scientifiques. Ouais, donc Martin qui a déjà été mon professeur à l'université et Pierre-Marie Toussaint également qu'on salue. Donc, des gars qui, dans le fond, là, qui sont dans le milieu universitaire, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu universitaire, Martin? Ça fait à peu près 12 ans que j'enseigne à l'Université de Montréal au département de kinésiologie. Et je pense que tu as beaucoup d'expérience également là, comme entraîneur personnel. Qu'est-ce que tu as fait un peu, là, les différentes populations que tu as touchées? Différentes populations, depuis la fin de mon bac, du monsieur, madame, tout le monde, des athlètes. J'ai travaillé longtemps aussi avec les artistes de la scène, principalement les interprètes en danse, mais aussi des gens en cirque. Donc, toucher un peu à tous les types de populations. OK. Donc, aujourd'hui, on va faire notre première entrevue d'une suite de 3 entrevues. Donc, première entrevue qui va toucher à ton premier livre que tu avais sorti en 2013, je pense? 2012 pour le premier. Pour le premier, et qui était, dans le fond, là, un premier essai sur, je pense qu'il englobait pas mal tout le domaine de l'entraînement. Est-ce que c'est bien le cas? Tout à fait. C'est les classiques dans les mythes. Donc, mythes et réalités sur l'entraînement physique, c'est vraiment les grands classiques. Donc, on va, pour chacune des entrevues, faire 3 mythes et réalités. Donc, on a essayé de s'en trouver qui étaient intéressants ensemble, que je pense qu'il va pouvoir vous intéresser également par rapport, comme je disais tout à l'heure, aux questions que j'ai souvent sur le site. Donc, on va commencer tout de suite et Martin va répondre pour nous, dans le fond, à ces mythes et réalités. Donc, le premier, pour perdre du ventre, il faut faire des abdos. Donc, ça, c'est pas mal de quoi qu'on entend, là. C'est un des plus gros mythes, je pense, qu'on a entendu jusqu'à présent. Définitivement un mythe, Charles, il n'y a aucun doute là-dessus. Même si les gens aimeraient que ce soit vrai, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, que ce soit des redressements assis pour perdre du gras au niveau de l'abdomen, que ce soit les appareils qui travaillent l'intérieur des cuisses ou l'extérieur des cuisses que certaines femmes aiment bien faire, peut-être dans l'espoir de perdre du tissu adipeux, de la graisse dans ces régions du corps, ou même des exercices pour les triceps. Hein, des fois, certaines personnes surtout les femmes, ont un petit peu plus de tissu adipeux en arrière du bras, donc veulent faire des exercices pour les triceps en espérant perdre du gras dans ces régions-là. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on fait un exercice musculaire localisé, on va améliorer peut-être l'endurance de ce muscle-là. Donc, par exemple, si on fait des redressements assis, on va améliorer l'endurance des abdominaux. On va améliorer peut-être la force des abdominaux. Peut-être même qu'on peut gagner de la masse musculaire, augmenter la masse musculaire de ce muscle sollicité. Mais au niveau du tissu adipeux, au niveau de la graisse dans cette région-là, il n'y aura pas de changement. Premièrement, parce que les lipides mobilisés pour produire de l'énergie, parce que c'est un des substrats énergétiques qu'on peut utiliser, ils proviendront pas nécessairement plus de l'abdomen que du mollet, que de l'épaule, que dans différentes régions du corps. Donc, ça n'a pas cet effet-là. Puis aussi, il faut regarder la dépense énergétique. Donc, la dépense énergétique lors d'un exercice localisé comme un redressement assis, c'est très faible
on sollicite des petits muscles comparativement. Si on va courir, on va faire du vélo, on va nager, on va solliciter des grandes masses musculaires. Et lorsqu'on sollicite des grandes masses musculaires, là, on obtient une grande dépense énergétique. Dans le cas d'un exercice localisé, très faible dépense énergétique, tout ce qu'on peut avoir comme effet, c'est un résultat sur le muscle. Endurance, force, puissance, dépendant comment l'exercice est réalisé, et peut-être même un gain de masse musculaire. Les trois grands classiques, comme tu disais, les cuisses, l'arrière des bras et le ventre, les femmes me le demandent souvent. L'autre chose, un petit peu l'aborder rapidement, les femmes aussi me demandent des fois au niveau de la peau, donc la peau qui pend, si on peut avoir un impact en faisant des triceps pour la peau qui pend en arrière des bras ou la peau des fois, des personnes qui ont perdu beaucoup de poids, la peau qui pend un petit peu au niveau du ventre. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, Martin? Mais malheureusement, on n'aura encore pas un effet au niveau de la peau. C'est sûr que s'il y a une augmentation marquée de la masse musculaire, donc au niveau du volume, si le muscle devient plus gros, il va remplir un espace qui était peut-être préalablement occupé par de la graisse. Donc, qui permettrait un peu de compacter la peau si on veut, mais dans la plupart des cas, ça ne se produit pas. Bon, mais je pense qu'on vient de régler pas mal notre premier mythe qui était de faire des abdos pour perdre du ventre. Fait qu'on va passer tout de suite à notre deuxième. Mes muscles sont pleins d'acide lactique, ça fait mal. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Martin? Déjà le mot acide lactique, acide, ça donne l'impression que ça fait mal. L'acide lactique, c'est souvent utilisé par les commentateurs sportifs, par les gens dans le domaine du sport, les entraîneurs même, des spécialistes même de l'activité physique ont tendance à utiliser le terme acide lactique à différentes choses et souvent on se trompe quand on utilise le terme acide lactique. Donc premièrement, il faudrait comprendre un peu qu'est-ce que c'est. L'acide lactique, ça provient du métabolisme anaérobie, donc de la glycolyse anaérobie. Donc, lorsqu'on fait un effort très intense, d'environ, par exemple, 20 secondes à 2 minutes, par exemple, si on va courir 400 mètres à fond la caisse, on va avoir une production importante, puis une accumulation aussi importante d'acide lactique. En fait, dès que l'acide lactique est produite, elle va se scinder en deux tout de suite. Donc, il va y avoir une accumulation finalement importante de lactate et une accumulation importante de H+, ou de ion hydrogène, ou de proton hydrogène. C'est toute la même chose. Okay? Puis là, souvent, on pense, lorsqu'on fournit un effort très intense, comme l'exemple du 400 mètres, vu qu'on a une accumulation importante de lactate, puis éventuellement de la fatigue, hein, si vous allez courir pendant 60 secondes font la caisse, éventuellement, vous allez être fatigué. Donc, on associe souvent les deux ensemble. Donc, on pense que accumulation de lactate est l'équivalent de la cause de la fatigue musculaire. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il y a une phrase qui a été dite par un chercheur qui est très intéressante. En fait, le lactate serait le témoin innocent d'une forte production ou d'une forte utilisation du système anaérobie lactique. Donc, oui, lactate est présent en grande quantité, mais non, ce n'est pas la cause. Il est seulement présent, il représente qu'on a utilisé le système, mais ce n'est pas la cause. Les causes de fatigue sont nettement plus complexes. Donc, la fatigue peut être centrale, donc venir des messages au niveau du cerveau, peut être périphérique, les différentes choses qui se passent dans le corps. Donc, il y a différentes possibilités. Et sans entrer dans les détails, et ils sont encore pas parfaitement connus de la science, on pourrait se dire que c'est un déséquilibre biochimique, bioélectrique à l'intérieur du muscle, par exemple. Ou ça pourrait être lié à une fatigue centrale qui est plus au niveau du cerveau. Mais chose certaine, le lactate n'est pas la cause de fatigue. Possiblement que, on avait parlé de lactate, on avait parlé de H+, possiblement que l'accumulation des ions hydrogènes peuvent contribuer à la fatigue musculaire. Donc, ça serait un des facteurs qui peut contribuer. Donc, pas l'unique facteur, pas l'unique raison qui cause la fatigue. Les autres, on accuse souvent l'acide lactique d'être coupable d'autres choses, comme les crampes musculaires. Ben, c'est pas le cas. Donc, c'est définitivement pas le cas. Les crampes musculaires, encore là, c'est plus relié. La cause principale demeure la fatigue musculaire et la position du muscle qui est souvent raccourcie. Les courbatures musculaires, donc les douleurs après l'entraînement. Donc, on sait que l'acide lactique
30 à 60 minutes après en avoir eu une très grande production, une très grande utilisation, ben, elle va revenir aux valeurs de repos. Tandis que les courbatures apparaissent 8 heures, 12 heures après l'effort je pense qu'on physique. peut plus vraiment utiliser le terme acide lactique. Fait que sur ça, on va passer à notre troisième et dernière question de la journée. Donc, dernière question, c'est tirer après l'entraînement pour éviter les courbatures. Qu'est-ce que tu penses de ça, Martin? Donc, on vient juste d'en parler des courbatures. Donc, on vient juste d'en parler des courbatures. Il faudrait savoir c'est quoi en premier. Donc, la courbature, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je viens de le dire, une douleur qui survient après l'entraînement. En général, elle survient 8 à 12 heures après l'entraînement et va se situer au niveau des muscles. C'est au niveau musculaire. C'est quoi la cause? C'est au niveau mécanique. Dans le muscle, il y aurait des micro-lésions ou des micro-traumatismes qui auraient été causés par l'entraînement, par l'exercice. Donc, est-ce que le fait de s'étirer peut réduire les courbatures? Malheureusement, la réponse, c'est non. Et même dans certains cas, les étirements pourraient accentuer les courbatures. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui cause les courbatures. Principalement, une surcharge qu'on appelle en activité physique. Donc, par exemple, si moi, je décide d'aller faire du kayak, j'ai jamais fait de kayak de ma vie, bien, quand je vais aller faire du kayak toute la journée, le lendemain, assurément, je vais être très courbaturé des muscles qui ont été sollicités versus une autre personne qui en fait régulièrement du kayak. Un autre facteur à considérer, c'est le type de contraction. Lorsqu'on a des contractions qui sont dites excentriques, c'est-à-dire une contraction musculaire lorsque le muscle s'allonge. Donc, quand est-ce que ça se produit? Par exemple, en course à pied, si vous allez courir dans une pente en descendant, à chaque pas que l'on fait, le muscle doit absorber l'impact et le muscle se contracte en s'étirant. Ce type de contraction musculaire va accentuer les courbatures. Et même les étirements qui peuvent accentuer les courbatures parce que si on fait des étirements prolongés et répétés, admettons, j'étire mes ischio-jambiers, les muscles en arrière des cuisses, de façon prolongée. Donc, je maintiens la position pendant 1 minute. Puis là, je fais l'autre côté. Puis là, je recommence une deuxième série, puis une troisième série, puis une cinquième série. Et donc, ça risque, en plus, de créer des courbatures. Vous pouvez faire seulement une séance d'étirement et être courbaturé. Donc, il faut savoir que les étirements post-exercice ne vont pas réduire les courbatures. Par contre, si on est courbaturé, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça crée de la tension dans les muscles. Parce qu'il y a une douleur, puis les muscles ont tendance à devenir un petit peu tendus. C'est sûr que si on les étire, ça va donner une impression qu'il y a une diminution de la sensation de la courbature. Et c'est très à court terme, par exemple. Parce que le micro-traumatisme, les micro-lésions qui sont présentes dans le muscle sont toujours là. Donc, il faut donner le temps à ce que ça se guérisse. En général, une courbature, après 2 jours, 3 jours, on devrait avoir au moins une atténuation des inconforts. Pas s'étirer pour accentuer la récupération ou enlever les courbatures, mais s'étirer quand tu as les courbatures, puis tu vas avoir finalement, peut-être pendant 1 heure ou 2, moins de sensations, moins de douleur. Ou simplement, sans nécessairement s'étirer. Ou simplement, sans nécessairement s'étirer, simplement bouger un peu va permettre d'atténuer l'inconfort. Évidemment, si les courbatures ne sont pas trop prononcées, trop accentuées. On va passer à travers 3 mythes assez tenaces dans le domaine de l'entraînement pour notre première entrevue ensemble. Donc, j'aimerais conclure en disant qu'on va avoir 2 autres entrevues avec Martin qui vont sortir très bientôt sur le site. La prochaine entrevue va être sur la musculation et la seconde va être sur la course à pied. Et en terminant, j'aimerais te remercier Martin. Nous, on se revoit bientôt. On va filmer tout de suite les prochaines entrevues. Et d'ailleurs, le livre sur lequel on s'est basé aujourd'hui, Mythes et réalité sur l'entraînement, est disponible dans toutes les bonnes librairies, si je me trompe pas. C'est bien ça, Martin? OK. Et même, je vais peut-être essayer de mettre un lien direct sur le site pour faire l'achat du livre. Donc, je vais en discuter avec Martin. Puis, je réussirai peut-être à vous mettre un lien si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi, Martin. Merci beaucoup, Charles.